Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Et aujourd'hui, je suis en joie d'accueillir Servane Dutoit, qui est sexothérapeute et thérapeute de couple, certifiée en sexothérapie non médicale. Bonjour Servane et bienvenue dans l'univers du clito. Bonjour Céline, merci pour cet accueil. Avec grand plaisir. Dans cet épisode, Servane, tu vas nous parler du désir sexuel. Et je vais te poser plein de questions sur ce sujet. Je me réjouis. Et toi? Je suis en joie. C'est un de mes sujets de prédilection. On va en parler aujourd'hui, mais c'est voilà, un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Nom d'un clito. Interview. Je me réjouis vraiment de commencer et je vais commencer de suite en te proposant de nous parler de ton parcours et de ce qui t'a conduite à te reconvertir dans la sexothérapie et la thérapie de couple, Servane. Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique. Donc j'ai fait plein de choses différentes. J'ai fait de la gestion de projet, j'ai fait beaucoup d'orgas, des choses comme ça. Et j'ai eu une prise de conscience par rapport à tous les sujets qui m'intéressent. Que la sexualité était très présente, a toujours été présente, mais pour moi, on pouvait pas en faire un métier. C'était dans ma sphère privée, c'était quelque chose qui était présent. Et quand j'ai vu autour de moi les difficultés que les personnes pouvaient avoir à parler de ce sujet, là, il y a vraiment eu une prise de conscience, un switch à me dire, attends, je crois qu'en fait, j'ai des fausses croyances. Et du coup, c'est comme ça que j'ai souhaité me reconvertir, me former. Et je me suis formée donc à 40 ans. J'ai repris 3 formations parce que j'aime bien faire les choses à fond. Et j'ai fait une formation en sexothérapie et thérapie de couple. Et je te le donne en mille. Je devais faire un mémoire et j'ai choisi comme thème la baisse du désir au sein des couples. Donc, tu vois, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Exactement, on est vraiment pile poil là dans le sujet. Et j'aimerais te poser la question suivante. Je parlais en préambule de cette sexothérapie non médicale. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette sexothérapie? Moi, la sexothérapie que je pratique, c'est une thérapie qui va toucher aux sphères psychologiques, émotionnelles, relationnelles, qui touchent à la sexualité. Je pars du principe que la sexualité, en fait, c'est une porte d'entrée qui va nous emmener vers toutes les autres sphères de notre vie. Évidemment, on va pas traiter que de la sexualité. Il y a des fois où j'ai des séances où je ne parle en fait pas de sexualité directement. Donc, on peut travailler vraiment de pair avec le monde médical. Et on va pas marcher sur les pieds l'un de l'autre. Par contre, on va travailler en collaboration. Absolument, et puis ça démontre aussi une forme de responsabilité dans ta posture à toi, Bien euh, sûr. vis-à-vis de tes clients. Et en fait, en tant que sexothérapeute, mon objectif, ça va être la santé sexuelle. Ça va être que les personnes soient en santé sexuelle. Et alors là, qu'est-ce qu'est la santé sexuelle? Qu'est-ce que c'est? Dis-nous. Moi, c'est vraiment un terme que j'ai découvert dans ma formation de sexothérapie. En fait, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'a décrit comme un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité. C'est vraiment une approche positive, respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et sécuritaires, sans coercition, ni discrimination et ni violence. Mhm.
Donc, tu vois, pour moi, ça, c'est un aspect qui me paraît vraiment important et qui amène du coup à une approche sur laquelle j'ai été formée, qui est la sexualité positive, en mettant l'accent sur le consentement, sur le plaisir, le non-jugement, l'ouverture, la connexion qu'on peut développer avec soi-même ou avec les autres, le côté ludique. Toutes ces choses-là amènent une forme de sexothérapie particulière qui est l'approche à laquelle j'ai été formée. Et je te propose qu'on passe directement dans le sujet, là, le désir. Qu'est-ce que le désir, Servan? Et qu'est-ce qu'il différencie de l'envie? Alors d'abord, on va parler du désir avant de parler du désir sexuel, parce que ça prolonge. Ok. Et le désir, c'est quand tu sens cet élan qui monte vraiment dans ton corps, que tu as une espèce de bouillonnement et que ça va te mettre en mouvement. Tu vas sentir une énergie qui va déborder de tout ton corps, et c'est vraiment toute ton aura et tous tes différents corps qui vont se mettre en mouvement. C'est puissant, en fait. Une envie, ça peut être beaucoup plus mental. Si j'ai une envie de melon, c'est d'abord ma tête qui va dire à mon corps, tiens, j'ai une envie de melon, et après mon corps va réagir en fonction de cette envie-là. Et le désir sexuel, alors là, on rentre dans la sphère intime, et donc c'est une expérience intime, alors que ça soit en solo ou avec une ou plusieurs personnes. Et l'expérience intime, je mets vraiment un warning là-dessus parce que souvent, on confond ça avec un rapport sexuel Mhm. pénétratif. Et là, on n'est pas du tout là-dedans. Un désir sexuel, c'est vraiment le désir, l'élan de partager une intimité avec quelqu'un ou avec soi-même. Une intimité, ça peut être des caresses, ça peut être des câlins, ça peut être de la sensualité, ça peut être des massages, ça peut être plein de choses. Et tout ça, c'est de l'intimité. Et alors, ça me fait penser au fait que ce désir sexuel, il serait aussi confondu avec l'excitation sexuelle, c'est ça? Oui, alors ça arrive souvent, alors que c'est vraiment deux choses très distinctes qui peuvent apparaître en même temps. Mais le désir, comme on a vu, c'est vraiment cet élan pour aller vers une expérience intime. L'excitation, c'est les manifestations physiologiques que ton corps en fait, il va se préparer pour des moments plus intimes. Donc, ça peut être très concrètement la lubrification du vagin, ça peut être l'érection de la verge, ça peut être les tétons qui durcissent, ça peut être les aréoles qui changent de couleur, ça peut être toutes ces manifestations-là, mais là, c'est vraiment des manifestations très concrètes, très physiques du corps. Le désir, ça peut être complètement décorrélé, et on peut avoir du désir et ne pas encore être dans la phase d'excitation, ou être dans une phase d'excitation par des stimuli externes, mais ne pas forcément avoir de désir. Mhm. Souvent, l'un et l'autre vont quand même de pair, mais c'est pas une obligation. Et c'est pour ça, c'est vu qu'ils vont souvent de pair, ils sont souvent confondus. On peut les mélanger et se dire, bah si il y a de l'excitation, forcément il y a du désir. Non, c'est important d'aller vérifier. En coulisses, tu me parlais de deux formes de désir différentes, le désir spontané et le désir réactif. Comment est-ce qu'on peut les distinguer et pourquoi c'est important de les distinguer l'un de l'autre? Il faut savoir que ça a été mis en lumière par une gynécologue, Rosemary Basson, qu'en 2001. Donc, c'est vraiment très récent. Et donc, il y a deux types de désirs. Et le type de désir qu'on connaît et qu'on a en tête, c'est le désir spontané. Donc ça, c'est celui qui va apparaître de façon assez naturelle. C'est celui qu'on ressent très souvent au début des relations, où là, il y a une envie sexuelle qui est quand même généralement plus forte à ce moment-là. C'est un côté un peu animal. Je vois mon partenaire et tout de suite, j'ai un désir qui naît dans mon corps et qui enflamme tout mon corps. Donc là, il n'y a pas de raison particulière, il n'y a pas de stimuli particulier. Pour moi, la problématique, c'est que ce désir-là est un peu vu comme le seul vrai, je mets des gros guillemets, Mhm. désir. Alors qu'il y a un autre type de désir, et c'est le désir réactif, qui est pour moi complètement oublié, et à tort, vraiment à tort. Le désir réactif, en fait, c'est en réaction à. Donc, c'est une réponse à une situation ou à un stimuli. Par exemple, ça peut être, moi, je n'ai pas de désir, et ma partenaire
vient me faire un câlin, il y a une intimité physique, émotionnelle qui se développe, qui monte, et ça va provoquer du désir. Donc là, c'est bien, au début, clairement, je n'avais pas envie. Et puis finalement, le désir est venu. Ça peut être également ou ma partenaire qui me dit ah, j'ai très envie de toi. Je lui dis écoute, moi pas du tout là. Enfin voilà, je suis pas d'humeur, j'ai pas. Et puis cette personne me dit ah bah est-ce que ça serait ok pour toi si je te dis ce que j'aimerais, mais sans pression, j'ai juste envie de te le partager. Ah ouais, ok. Mmh. Et donc là, je suis OK pour qu'on ait ce moment d'échange. Et puis le fait que la personne me raconte ce qu'elle aimerait partager avec moi, ça fait naître du désir. Ça, c'est du désir réactif. Il est pas moins bien que le désir spontané. Il est juste beaucoup moins connu et il peut être mal vécu par les partenaires parce que il y en a un qui peut penser que le désir n'était pas là et donc avoir l'impression de ne pas avoir de désir. Et l'autre peut souffrir du fait que ça, c'est plutôt lui qui initie souvent le rapprochement. Et donc ça peut être compliqué dans le couple. Pour moi, une fois qu'on voit qu'il y a deux types de désirs distincts, ben justement, on peut changer de regard sur le désir. Au lieu de se dire mon ou ma partenaire ne me désire plus, se dire ah, je sais, je peux provoquer du désir chez mon ou ma partenaire. C'est quand même grandiose. Absolument, ouais, carrément. Et de l'autre côté, pour la personne qui n'a pas de désir à la base, au lieu de se dire je n'ai plus de désir, ce que j'entends beaucoup en consultation, se rendre compte qu'en fait, les moments d'intimité me donnent du désir pour mon ou ma partenaire. Et du coup, passer de je n'ai plus de désir à j'ai régulièrement du désir dans certaines conditions. C'est plus du tout la même chose. Il y a juste par rapport au désir réactif, c'est bien en réaction. Ah, mais ça reste du désir. C'est pas l'une des personnes dans le couple qui essaye de convaincre l'autre, hein. Évidemment, sinon on n'est plus dans le consentement, on n'est pas dans le désir. On change de sujet et c'est pas du tout OK. Donc ça, c'est vraiment très Mmh. important pour moi à poser. Il y a également que le désir, si jamais il n'est pas là, si j'ai pas de désir et que c'est OK pour moi, ben, en fait, c'est pas une problématique. On n'est pas obligé d'avoir du désir. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. C'est Céline, de retour dans le clito avec Servane Dutoit, qui vient nous parler du désir sexuel. Alors, Servane, parmi les principaux facteurs qui influencent le désir sexuel, j'ai noté qu'il y a les facteurs biologiques, cognitifs, comportementaux ou relationnels. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Oui, effectivement, il y a vraiment de nombreux facteurs qui impactent le désir. Donc, je vais parler vraiment des principaux, puisque sinon on pourrait faire un podcast juste là-dessus. Mais effectivement, il y a les facteurs biologiques. Souvent, on sait qu'il y a le cycle menstruel qui rentre vraiment en ligne de compte. Évidemment aussi la ménopause, l'andropause. Ça peut être aussi les médicaments et on n'y pense pas forcément assez. Les contraceptifs hormonaux, par exemple, peuvent vraiment avoir de l'impact sur le désir. Mmh. Après, il y a les facteurs cognitifs. Là, c'est toutes nos pensées et toutes les perceptions qu'on peut avoir sur la sexualité. Chaque personne va avoir une perception différente. Il y a notamment une croyance que les hommes ne pensent qu'au sexe, qu'ils ont toujours envie. En fait, ça crée une pression énorme pour les hommes d'avoir toujours envie, d'être toujours prêts, d'être toujours au garde à vous, de ne pas pouvoir, de ne même pas se poser la question de savoir s'ils ont vraiment du désir ou pas, parce qu'ils ont cette croyance que de toute façon, c'est oui. Et ça, moi, je le vois en consultation, des hommes qui découvrent à 45, 50 ans qu'en fait, ils peuvent se poser la question de savoir s'ils ont envie, parce qu'ils s'étaient jamais posé la question. Et de l'autre côté, pour les femmes, pour les relations hétéros, bah, ça met déjà une pression avant même qu'il se passe quoi que ce soit. Comme si, l'homme allait, de toute façon venir, avec, cette demande-là, tout le temps. Et ça, c'est des croyances qui sont vraiment, vraiment très ancrées, très populaires.
Il y a une autre croyance, c'est que faire l'amour, c'est préliminaire, pénétration, éjaculation. Là, pour moi, il y a rien qui va. Là, c'est facile, on oublie. Que déjà, le mot préliminaire ne devrait pas exister en sexualité. Le mot préliminaire, ça veut dire qu'il précède ou qu'il prépare à quelque chose de plus important. On est en train de dire qu'on se prépare à la pénétration et que c'est ça, en fait, qu'on attend et qui est important. Et dans mon préliminaire pénétration-éjaculation, l'éjaculation n'est pas obligatoire. Je fais juste une petite précision que l'éjaculation est souvent confondue avec l'orgasme masculin, alors que c'est deux choses distinctes qui souvent arrivent en même temps et c'est pour ça qu'elles sont mélangées. Mais l'orgasme n'est pas obligatoire. Évidemment, c'est très agréable. Donc souvent, les partenaires ont envie. Je suis plutôt pour le développement de la jouissance, qui est un plaisir beaucoup plus diffus et qui va durer beaucoup plus longtemps et qui va nourrir la relation beaucoup plus fortement. Et plus il y a de jouissance et plus ça va être facile d'avoir du désir parce que plus c'est kiffant, plus ça apporte du plaisir et plus on a envie d'y retourner. J'allais dire, c'est assez mathématique. Sur les aspects comportementaux, là, ça va être vraiment notre rapport à la tendresse, au câlin, nos habitudes, nos expériences, le fait que nos expériences se soient bien ou pas bien passées, que ça soit en solo ou avec un ou une partenaire, tout ça, ça va venir jouer et ça va jouer sur notre désir. Mhm. Et du coup, ça nous amène à l'aspect relationnel, le fait qu'on se sente bien dans la relation, qu'il y ait vraiment un soutien, de la confiance, un esprit d'équipe, un sentiment de sécurité également, des marques d'affection quotidienne, des petits gestes, vraiment du quotidien. Il n'y a pas besoin d'emmener, de prévoir une lune de miel toutes les semaines. C'est vraiment dans les petites choses du quotidien, en fait, que ça va se jouer. La facilité de communication également. Il y a des couples qui vont avoir une communication très fonctionnelle, où vraiment le couple va bien, mais à côté de ça, ils savent pas discuter de leur sexualité. Là, c'est compliqué pour eux. Évidemment, le fait de savoir discuter de leur sexualité, c'est quelque chose qui va favoriser également le désir, puisque pouvoir parler de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on voudrait essayer, de ce qu'on ne voudrait pas essayer, de ce qu'on voudrait peut-être essayer mais qu'on n'est pas sûr. Tout ça, ça ouvre à chaque fois. Ça ouvre des nouveaux chemins et du coup, ça peut entretenir ou raviver le désir. Les facteurs relationnels, il y a aussi le stress et la charge mentale. Une personne qui est très stressée va avoir tendance à avoir un désir en berne. Et il y a aussi tout l'impact que Freud nous a laissé. Lui avait communiqué sur le fait que l'orgasme vaginal, c'était pour les femmes et que l'orgasme clitoridien, c'est pour les jeunes filles. Et que donc, en tant que femme, il fallait un orgasme vaginal. Maintenant, on sait quand même que ça soit clitoridien ou vaginal, en fait, c'est une stimulation interne ou externe du clitoris. Je pense qu'on sort vraiment de cette fausse croyance, mais moi, j'ai encore en consultation des personnes qui ne savent pas que le clitoris mesure entre 11 et 13 centimètres, la forme qu'il a, et qu'en fait, ce qu'on voit, ce n'est que la partie externe. Comme je disais tout à l'heure, la sexualité, c'est un terrain de jeu sans fin pour moi. Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Dis-moi, Servane, alors, quid lorsqu'un couple ou un individu fait face à une baisse de désir? Tu nous as donné déjà quelques pistes, sortir des sentiers battus. Est-ce que tu as d'autres étapes à proposer? Alors, comme on vient de le voir, il y a vraiment de nombreux facteurs et donc ça dépend vraiment des personnes. Il n'y a pas une recette miracle, sinon ça se saurait, hein. Mhm. Je pense que là, il y aurait même plus de perte de désir, ça serait bon. En général, ce qui est le plus important, c'est vraiment de retrouver du plaisir, mais d'abord à être ensemble, avant de chercher du plaisir sexuel ou avant de chercher du désir sexuel. Vraiment se retrouver. Donc ça peut être se retrouver, donc pour moi, il y a des moments où j'interdis même la sexualité pour juste faire redescendre la pression et se dire maintenant, juste vous profitez. Alors ça dépend des personnes, hein, j'interdis pas toujours. Et donc c'est pas profiter de vous retrouver pour régler vos comptes et puis vous écharper. Non,
C'est vraiment profiter de vous retrouver en dehors de toute organisation familiale. Donc, on lâche l'orga de qui fait les conduites, qui gère les enfants, qui fait les courses. On se retrouve vraiment à deux. Et si c'est en solo, là, ça va être un moment seul avec soi-même pour se faire du bien. Encore une fois, sans parler de sexualité. Donc, ça peut être se faire du bien en se faisant un bon repas équilibré, sain, qui me fait plaisir. Ça peut être prendre un bain moussant ou avec des huiles ou me mettre de la crème après le bain. C'est vraiment prendre soin de moi, prendre soin de mon corps. Ça peut être, j'en parlais un peu tout à l'heure aussi, retrouver du jeu, de la complicité, du rire, de la légèreté dans le couple. Souvent, quand il y a une baisse de désir, tout tourne autour de ça et donc on ne voit plus que ça et on s'enferme là-dedans. Et c'est une des choses que je conseille et que j'accompagne à faire, de valoriser tout ce qui va bien et de se le dire. J'aurais aussi envie de rajouter, d'essayer de connaître ses envies. Souvent, on sait ce qu'on ne veut pas et on ne sait pas forcément ce qu'on veut. Et bah, l'autre, il peut encore moins le savoir, hein. Et ça, souvent, c'est un gros sujet dont les personnes n'ont pas forcément conscience. Le but n'est pas de forcément tout savoir, mais en tout cas de se poser la question et puis d'expérimenter et surtout de communiquer avec l'autre. Et donc de remettre de la communication et notamment autour de la sexualité, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment important. Et de voir quelle intention je mets. Est-ce que c'est j'y vais parce que j'ai envie de faire l'amour? Ou est-ce que j'y vais parce que j'ai envie de prendre soin de la relation, parce que j'ai envie de passer un moment privilégié avec cette personne, parce que j'ai envie de lui témoigner l'amour que je lui porte? Et tu vois, dans l'énergie, c'est pas du tout la même chose. Mmh. Et quand on va venir avec cette intention de prendre soin de la relation, du coup, bah, pour l'autre, il y a quelque chose qui peut bouger et qui va nourrir un enthousiasme. Ça va nourrir aussi cet espace où il va se sentir reconnu, aimé, et pas juste dans une relation sexuelle. Mmh. Hem, Servane, est-ce que tu as des exemples de transformations que tu as pu observer chez tes clients, particulièrement en ce qui concerne le désir sexuel? Mais oui! Alors, vu que c'est un sujet, comme je te disais, que j'avais traité dans mon mémoire, et donc oui, moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent pour ce type de problématique. Et par exemple, là, j'avais une femme qui avait peu de désir, que ça soit en solo ou dans son couple. Donc, elle était en couple, mais elle venait me voir pour un travail individuel. On a vu qu'elle avait une fausse croyance, que le sexe, c'était sale, et que si elle aimait la sexualité, elle avait une petite vertu pour ne pas dire, d'autres mots. Mmh. Et du coup, c'est maintenant qu'elle est dans une relation où tout se passe bien, où sa libido a complètement chuté. Et c'est justement là où on a pu travailler, ces fausses croyances et voir le fait d'avoir changé de schéma relationnel dans lequel elle était, entre les relations toxiques avant et une relation saine aujourd'hui, voir le lien avec les fausses croyances et du coup qu'elle puisse s'autoriser à vivre du plaisir, à prendre du plaisir et de s'autoriser à vivre du désir et à vivre une sexualité épanouie. Mmh. Bah, j'ai une autre, cette fois un couple, que j'ai envie de te partager. Un couple, qui est ensemble depuis plus de 15 ans, avec une baisse de désir de la femme. Là, c'était un travail de couple, donc ils venaient ensemble. Et en fait, elle, on a pu voir qu'elle a eu beaucoup de dépassements de limites, dans sa vie. Donc où elle a posé des limites et que ça n'a pas été respecté. Et du coup, elle voyait même plus l'intérêt de donner ses limites et d'aller vers du consentement ou non-consentement, puisque de toute façon, elle avait cette croyance que ça ne servait à rien. Pour pouvoir dire oui, il faut pouvoir dire non. Et que le non soit posé, respecté et entendu. Donc elle a travaillé sa communication, elle a travaillé ses limites, elle a travaillé son consentement, et ça a été bien au-delà de la sexualité puisque c'était vraiment dans son quotidien, en fait. Mmh. Je pense à une femme aussi qui avait, peu de désir envers son partenaire, mais elle avait du désir solo. Elle est venue en travail individuel et elle avait beaucoup de culpabilité d'avoir du désir pour elle-même et de ne plus avoir de désir pour son partenaire. Et du coup, elle avait beaucoup de mal à en parler avec son partenaire parce qu'elle se racontait tout un tas d'histoires. Elle avait très peur de le blesser et elle voulait prendre soin du couple. Et du coup,
en pensant prendre soin du couple, elle ne disait pas et elle s'enfonçait vraiment dans une perte de désir qui était de plus en plus forte. Et en creusant, on a vu qu'en solo, elle avait beaucoup de plaisir, qu'avec son partenaire, elle avait peu de plaisir. Mmh. Et que le plaisir, c'est tout ce qu'on a vu, c'est quand même très lié. Si on t'emmène tous les jours manger à un resto que tu trouves bof, tu vas pas y aller avec beaucoup d'enthousiasme, hein. Alors que si on t'emmène dans un resto que tu trouves juste divin tous les jours, sans forcément que ça soit gastronomique, rien qu'à l'idée, tu vas en saliver en te disant: «Ah, c'est tellement bon!» Bon, bah, le désir, c'est ça, c'est les papilles qui salivent, quoi. Mmh. Donc là, elle avait pas les papilles qui salivaient. Elle avait la bouche sèche. Oui. Et du coup, et ben, ça, on a pu voir avec elle, comment s'autoriser à verbaliser ça avec son partenaire, et on a fait une séance de couple pour justement l'accompagner aussi lui Mmh. sur, ce qui se passait, et ça a vraiment complètement changé. Il y a quelque chose qui s'est ouvert, et lui, a eu pour moi une grande intelligence émotionnelle, de dire: «Mais moi, en fait, ce que je veux, c'est ton plaisir». Mmh. Ce que j'entends, Servane, c'est qu'il y a beaucoup cette question d'autorisation, de s'autoriser à communiquer, s'autoriser à dire, s'autoriser à se donner du plaisir. Et dans ce que tu viens de dire, c'est vraiment un mot qui a fait: «Ah, cling!» Ouais, c'est assez souvent une question d'autorisation de soi à soi et dans la relation aussi. Complètement. L'autorisation, il y a beaucoup de choses qu'on s'interdit, mais sans le percevoir de façon complètement inconsciente. Et c'est là où un accompagnement peut permettre de mettre en lumière des zones, bah, que nous-mêmes, au quotidien, on était passé à côté, on n'avait pas vu, on était resté dans l'obscurité. En fait, c'est ta sexualité, il n'y a que toi qui peux juger si c'est OK ou pas, évidemment, tant qu'on est entre adultes consentants, bien évidemment. Donc réussir à sortir de ça, à s'autoriser, ouais, ça ouvre, clairement. Et pour finir, Servane, alors, tu as donné déjà beaucoup d'informations sur quelles sont les étapes. Quel est le message d'espoir que tu aimerais transmettre à nos auditeurs, auditrices, qui peuvent être dans une difficulté de désir sexuel en solo, en couple? Est-ce que tu as un autre message à leur donner? Déjà vraiment se dire que, c'est pas grave. Souvent on en fait, on focus là-dessus et ça prend une place monstrueuse. Il y a des personnes qui vivent très bien avec une baisse de désir et qui disent: «Écoute, pour l'instant, moi, j'ai pas envie, et c'est OK comme ça», et donc déjà, ce n'est pas forcément un problème. Souvent, là où ça devient un problème, c'est quand, il y en a un qui a une baisse de désir, que l'autre n'a pas de baisse de désir et que du coup, il y a un décalage dans le couple. Juste déjà se dire que ça arrive, qu'il y a des hauts et des bas et que c'est normal, c'est fluctuant le désir, c'est absolument pas linéaire. Alors, il y a des personnes qui vont avoir des hauts et des bas, mais qui vont toujours avoir un peu de désir. Il y a des personnes qui vont avoir des hauts et des bas et avoir vraiment des périodes sans aucun désir. Ça dépend et c'est OK. Et comme on l'a vu, il y a de très nombreuses choses qui peuvent, impacter, le désir. Si on a une baisse de désir et même si ça dure 1, 2, 3 ans, il faut pas tirer, un trait sur notre sexualité. Si on a envie de retrouver du désir, de retrouver une sexualité, c'est tout à fait possible. Donc on peut, quand on est dans le creux de la vague et que ça peut être compliqué, se dire: «De toute façon, il y a pas d'issue, c'est foutu», non, vraiment pas, vraiment pas. Et ce message d'espoir, c'est vraiment se dire, quelle que soit la situation, si on a envie, bah, il y a possibilité et vraiment il existe de très nombreuses façons de retrouver cette étincelle, que ce soit encore une fois en solo ou en couple. On n'a pas besoin d'être en couple pour avoir envie de retrouver du désir. C'est vraiment personnel. Et vraiment ne pas hésiter, à se faire accompagner parce que ça peut faire du bien et comme on l'a vu aujourd'hui, bah, avoir un peu d'explication, ouvrir un peu le champ des possibles, ça permet de voir un petit coin de ciel bleu, là parmi tous les nuages parce que quand on est dans le creux de la vague, voilà, ça peut paraître, assez obscur mais non, non, le ciel bleu est là
Il faut vraiment pas l'oublier. Mmh. J'ai été ravie de t'avoir dans cette émission, Servane. Merci Céline, c'était vraiment une joie également partagée de ce moment ensemble. Avec grand plaisir encore une fois, Servane. Cet épisode de Nom d'un clito touche à sa fin. Donc si vous voulez retrouver les offres de Servane, regardez dans le descriptif de l'épisode. Et si par hasard il y a des experts ou des expertes qui souhaitent aussi partager leur message dans le podcast, réservez déjà votre appel pour qu'on en parle et le lien se trouve également en descriptif de cet épisode. À bientôt et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!